sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Aujourd'hui, c'est Magloire qui nous raconte son parcours. Magloire est un prénom d'emprunt car notre invité a souhaité préserver l'anonymat de sa famille. Ici, de toute manière, peu importe le prénom, c'est l'expérience qui nous intéresse. Durant cet épisode, nous avons abordé à cœur ouvert des sujets tels que la famille, le mariage mixte et la difficulté de se projeter en France. Magloire arrive en France à 23 ans pour suivre un cycle ingénieur en 3 ans, il y a de cela plus de 20 ans. Le parcours d'un naïf, comme il se définit au départ, puis celui d'un homme généreux et résilient. Avec Magloire, nous avons ri par moments, pleuré aussi parfois. C'est bon? Je t'entends là, c'est bon. Avec tes difficultés, pourquoi la plupart des gens retournent chercher leur femme africaine ou bien leur femme noire? C'est à cause d'un conflit culturel qui ne veut pas dire son nom. Donc, la deuxième génération d'écoles d'ingénieurs qui sont arrivées ici, dans notre situation, on ne rencontrait que des femmes blanches. Donc, on a pratiquement tous eu des femmes blanches. Mais avec le temps, certains ont vu que ça ne marchait pas, ils ont eu des femmes noires. Certains, comme nous, qui n'avons pas eu de conseils ou bien qui n'ont pas eu de référence, sont allés dedans. Ça marchait pendant un certain temps, mais à partir d'un certain temps aussi, ça s'est arrêté. Pourquoi ça marchait pendant un certain temps et pourquoi finalement ça ne marche plus? Ça marchait pendant un certain temps parce que il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif qui dit que le blanc domine le noir. Quand le noir sort de son école ou bien quand le noir arrive ici, au moment où tu commences à évoluer dans les échelles sociales, la femme se retrouve un peu plus au même niveau intellectuel et social que toi, ou bien elle se retrouve à un niveau inférieur que toi, et à ce moment donné, elle n'accepte plus cette situation. Okay. Quand tu montres que tu as besoin d'eux pour évoluer et que tu seras toujours à leur solde pour demander de l'aide, ça fonctionne. Mais quand tu montres que maintenant, toi aussi, tu peux t'en sortir tout seul sans avoir besoin d'aide, ça ne marche plus. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de situation sociale. L'amour finit quand la situation sociale évolue. Comment on élève les enfants finalement avec dans ce contexte-là où il y a un qui est en dessous et l'autre est au-dessus? Est-ce qu'on s'en rend compte vraiment quand on décide d'avoir des enfants? Et comment ces enfants issus de la mixité finalement se positionnent? Dans cette situation, élever les enfants est trop dur. Dans un premier temps, quand c'est celui qui domine, qui impose sa culture, sa vision et son mode de vie. Et celui qui est dominé accepte. Et il faut savoir aussi que on manipule les enfants. Et quand on manipule les enfants, on les met en tête des idées où toi, tout seul dans ton coin, où tu n'as pas de famille, tu n'as pas papi, tu n'as pas mamie, l'enfant adhère rapidement à cette situation. Et quand tu commences à montrer que toi aussi, tu n'es pas tombé du ciel et que tu as une famille, même si elle est à des milliers de kilomètres, et que tu as une culture, on trouve que tu es en train de changer la manière de penser, tu es en train de détourner l'enfant. En fait, on est en conflit permanent. Est-ce que quand tu es arrivé en France, cette domination-là, tu l'avais ressentie au moment où tu te mettais en couple et tout ça, où tu te disais que l'amour pouvait surmonter toutes ces choses-là, toutes ces difficultés? Quand je suis arrivé en France, pour paraphraser quelqu'un, j'étais un naïf. C'est l'expression qui correspond le plus. J'étais un naïf. Je me disais que l'amour inconditionnel existe. Je me disais qu'on pouvait construire des choses ensemble qui vont marcher inconditionnellement. Donc, au début, dans le besoin, moi, en tout cas, j'étais dans le besoin, puisque j'étais en cité universitaire. En France, on appelle ça le bahut. Tout ce qu'on me proposait, je prenais. Sans condition, sans truc, et tout le monde aimait ma naïveté. Parce que je suis venu avec mon caractère africain et mon éducation africaine. C'est avec le temps, quand j'ai évolué dans la société française et quand j'ai commencé à lire des livres et à étudier,
que je me suis rendu compte que c'est ça l'obstacle, en fait. On te préfère comme tu étais, on ne te préfère plus comme tu seras. Quand tu parles de naïveté de l'esprit africain, est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que c'est, au fait? De quoi tu parles? Dans ma conception et dans ce que j'ai connu dans ma vie, la naïveté et l'esprit africain, c'est quoi? On fait les choses sans attendre, on fait les choses sans intérêt, on fait les choses par amitié, par éducation. Mais dans la société française, dans laquelle je vis, les choses sont faites par intérêt. Il n'y a jamais un geste posé sans intérêt. Tu sors dire bonjour à ton voisin, tu lui apportes une tarte aux pommes, le voisin se sent redevable de te ramener quelque chose parce que tu as eu l'initiative de venir lui donner quelque chose. Et c'est je pense que beaucoup de mes amis le savent, c'est cette naïveté, cette éducation africaine qui a fait qu'on a eu beaucoup de relations, beaucoup d'amitié, beaucoup de fréquentations africaines ensemble avec tous les problèmes on a rencontrés. Mais ça nous a beaucoup aidé. Sauf que dans l'aide là, en Europe, ça nous a été beaucoup un problème. C'est-à-dire, comment l'aide qu'on apporte devient un problème? C'est un vaste sujet qu'il faudrait qu'on aborde clairement parce que on évolue tous. On arrivait ici, on n'avait pas de femme, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien. En montant les échelles sociales, on a tous eu un niveau de vie qui a augmenté. Au fur et à mesure, on se retrouve soit en concurrence, soit en adversaire. L'aide que nous avons tous consenti à faire parce que nous devons tous avancer ensemble sans laisser des gens derrière nous, devient la raison pour laquelle on ne peut plus se fréquenter ou bien on ne peut plus avoir des discussions franches et honnêtes. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Je pense que je comprends pas bien où tu veux en venir. Je veux dire que... En français, c'est un franc. C'est un franc. Ah. On arrive à un moment où on fait des choix individuels, où la situation sociale et notre vie même nous fait qu'on s'éloigne de certaines personnes. Voilà, on se marie, on va travailler à Bordeaux ou à Marseille ou bien en Belgique ou bien et on s'éloigne progressivement de certaines personnes. La situation sociale fait aussi que on a pris des habitudes de nantis. Ça fait que maintenant on a décidé d'écarter dans notre comportement certaines habitudes qu'on avait ou bien certaines fréquentations qu'on avait. Tu penses qu'on s'éloigne des gens finalement parce qu'on leur ressemble plus ou bien parce qu'on pense qu'ils nous comprennent plus? Les deux. On leur ressemble plus et ils ne nous comprennent plus. Je veux dire que quand on arrive ici, on veut faire croire à tout le monde qu'on a réussi, alors que c'est pas vrai. On ne réussit pas tous. Et donc, dans se faire croire à tout le monde qu'on a réussi là, on coupe beaucoup de relations, on adopte des nouveaux comportements qui ne sont pas adaptés à la réalité. Et on se retrouve isolé par notre comportement ou on se retrouve isolé par notre faux semblant. Tu choisis en fait ton milieu. Quand on arrive en Europe, on arrive par plusieurs moyens. Il y a des gens qui arrivent par les études, il y a des gens qui arrivent par le regroupement familial, il y a des gens qui arrivent par l'aventure. Les étudiants n'ont pas le même comportement que ceux qui arrivent par aventure. Ceux qui arrivent par regroupement familial n'ont pas aussi le même comportement que les autres. En France, il est dit que le communautarisme n'existe pas, mais c'est pas vrai. On vit par communauté. Je ne connais pas un blanc qui fréquente une communauté africaine de A à Z. Je n'en connais pas. Je ne connais pas non plus un noir qui fréquente une communauté blanche de A à Z sans avoir coupé les racines avec la communauté européenne. J'en connais pas. Quand moi j'étais avec la mère de mes enfants, je vivais qu'avec des blancs. Toi, tu es arrivé par les études. Donc, t'es arrivé, t'avais quel âge? Pour un cycle ingénieur, t'avais déjà fait ta première partie. Oui. Je suis arrivé en France à l'âge de 23 ans. À 23 ans, je me trouve tout seul dans une chambre de 6 mètres carrés. Je dois me lever à 6 heures pour aller à l'école. Je dois
faire des cours pendant 3 mois et après 3 mois, on te donne 2 semaines de révision. Après 2 semaines de révision, c'est les partiels où tu es pendant 1 semaine en train de composer. C'est pas facile. On essaie de s'adapter par tous les moyens. On puise dans notre éducation du passé pour faire avec ce que nous avons en face de nous. La définition de la résilience. Exactement. Cette phase-là, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu t'es senti isolé ou tu étais galvanisé par ce nouvel environnement et tu savais que de toute manière, pour toi, devais sortir de là? Je ne me suis pas senti galvanisé. Je ne me suis pas senti isolé. J'étais dans un groupe où nous avons tous le même objectif et on essayait d'avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Mais beaucoup d'étudiants, comme le cas de mon frère, se sont retrouvés dans une situation parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont venus avec des rêves, parce qu'ils sont venus avec des aspirations auxquelles ils n'ont pas été préparés ou bien ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour les avoir, ont au bout de quelques mois décidé de retourner au pays. Je lui avais dit de ne pas venir. Il a insisté, la famille a insisté, il est venu. Au bout de 3 mois, il a dit qu'il rentre. J'ai dit c'est impossible. Une fois que tu es sur le territoire français, tu ne rentres plus. Sauf si tu as fini tes études. Il n'est pas rentré. Il est toujours là. Il s'est débrouillé comme il peut. Et il arrive à continuer les études ou finalement il a lâché? Il arrive à continuer les études. Et ce frère-là aujourd'hui, s'il y avait un message que tu voulais lui donner, un conseil qui a fonctionné peut-être pour toi ou bien aujourd'hui un jeune naïf qui arrive. Je vais lui dire que tu es venu pour un objectif. Il faut atteindre cet objectif. Ensuite, tu fais des choix. Je pourrais pas tout énumérer, mais je vais donner les grandes lignes. Un jeune qui arrive ici, je vais lui conseiller une première chose. Il faut te taire, regarder et observer. Tais-toi, regarde, observe. Ça te permettra d'apprendre, de comprendre et de t'insérer dans la société. Si tu arrives en disant que moi je suis monsieur, je connais tout, rapidement tu seras écarté et mis au placard. Deuxième chose, un jeune qui arrive ici, il doit arriver avec des objectifs. Il doit arriver avec des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis venu pour faire ici? L'aventure, c'est dur, hein? Et pourquoi je suis ici? C'est ce qui nous permet de tenir, en fait. Cette question est très importante. Pourquoi je suis ici? Cette question est très importante dans le sens où, pourquoi je suis ici? C'est ce qui t'a fait venir. Pourquoi je suis ici? C'est ce que les parents attendent de toi. Tu ne viens pas n'importe comment et n'importe où, par la volonté spirituelle ou bien par la magie, hein. Donc, il y a des attentes ici sur le territoire, il y a des attentes là-bas. Ensuite, tu fais des choix. Et enfin, je vais leur souhaiter du courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais je conseille aux jeunes de tout essayer. L'expérience, c'est bien. Seuls ceux qui n'ont pas essayé n'ont jamais échoué. Et l'échec, c'est bien. Tant que tu n'échoues pas, tu ne sais pas que de temps en temps, ça fait mal. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as fait des choix à certains moments? Non, je n'ai pas fait des choix. Moi, je ne voulais pas venir en France. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fini mes études, je suis rentré. Je suis le seul d'ailleurs, comme je dis, je suis une exception. Je suis le seul d'ailleurs, après ces études, qui soit rentré et qui soit revenu. Quand j'ai fini mes études, le lendemain, on nous a donné les bulletins, le quoi, je suis rentré. 2 mois plus tard, je suis revenu. Je ne voulais pas rester en France parce que je trouvais que la vie est très, très, très dure en France et on n'a pas de vie en France. Et comment tu reviens 2 mois après? Je suis revenu 2 mois après par amour. C'est une bonne raison aussi. En sachant que parfois quand on part, on laisse parfois l'amour derrière nous. Surtout à 23 ans. Quand on vient pour poursuivre ses études, dans le plan comme on le construit, on se dit je m'en vais,
mais je reviens. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont pas revenus, justement, après cet amour-là. Donc, toi, tu pars au Burkina et tu Mhm. reviens en France 2 mois après par amour. C'est la religion qui m'a fait perdre l'amour que j'avais au Burkina. Je suis musulman, même si je suis pas pratiquant. Et mon amour au Burkina Faso était chrétienne et elle avait exigé que je me convertisse au christianisme. Mhm. Et j'ai dit que ce n'était pas possible parce que je suis le premier fils de ma famille et je ne peux pas me convertir au christianisme. Mhm. Et les deux familles n'ayant pas accepté, j'ai trouvé que le plus simple était de revenir en France. Donc, l'amour t'a fait fuir le Burkina, mais l'amour t'a pas fait revenir en France. Au fait, tu me dis que tu es revenu en France par amour. Mhm. Si je comprends bien, c'est parce que ton amour au Burkina ne marchait pas que tu es revenu en France. Oui, c'est ça. C'était plus une fuite qu'un retour. Oui, c'est ça. Je suis revenu en décembre 2004. J'ai fait un stage de 6 mois. À la fin du stage de 6 mois, j'ai développé un logiciel pour un laboratoire. Et le laboratoire et moi, on ne s'est pas entendu sur deux choses. Les droits d'auteur et la rémunération. Parce que en 6 mois, développer un logiciel, en théorie, c'est possible, mais dans la pratique, c'est pas possible. Donc, il fallait prolonger le stage ou bien me prendre en CDD pour que je finisse le logiciel. Finalement, ils n'étaient pas d'accord pour les conditions, donc j'ai arrêté. Je n'ai pas livré le logiciel. Mhm. Je l'ai laissé tel que je l'ai fait. Après ce stage, j'ai fait du soutien informatique, j'ai travaillé dans des associations, j'ai fait des dépannages informatiques et finalement, en 2006, j'ai trouvé du travail. Je travaillais dans une entreprise en tant que technicien. J'ai commencé en tant que technicien. J'ai gravi tous les échelons, technicien en informatique, analyse d'exploitation, administrateur système, ingénieur de production, ingénieur système, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis chef d'équipe et expert technique. Ça n'a pas été Et facile. j'imagine avec les sacrifices qui ont dû être les tiens pour avoir ce diplôme-là, est-ce qu'il n'y avait Mhm. pas un peu d'amertume à ce moment-là quand tu signes pour être technicien? Non, moi, je n'avais pas d'amertume. Moi, je me disais que j'ai une chance, je vais en profiter. Parce que quand on arrive en France, on fait des études en France, pour trouver du travail en France, c'est pas facile. J'ai fait 300 kilomètres pour aller à un entretien d'embauche où quelqu'un m'a juste reçu pour me dire que ton CV est atypique. On n'a jamais vu un noir aussi diplômé. Juste pour me dire cette phrase. Je lui ai dit merci. C'est mon effort intellectuel qui m'a permis d'avoir ce diplôme. Waouh, waouh, waouh. En 2 mois, quand tu es rentré, est-ce que tu avais des opportunités? Oui, je travaillais déjà au Burkina. Avant de revenir en France, je travaillais déjà au Burkina. Je travaillais sur une société de la place qui était une société française, exactement avec le même poste que j'ai eu quand je suis revenu en France. Technicien supérieur. Et le salaire te convenait? Au Burkina, ça semblait être bien pour toi? Non, pas du tout. Mais quand tu finis tes études et que tu as ton premier emploi, ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses. C'est pouvoir avoir un emploi et essayer de te réaliser. C'est avec le temps que tu te rends compte que tu as de gros diplômes et que tu mérites mieux que ça. Et c'est là qu'on tombe dans l'engrenage du racisme intellectuel, des problèmes d'emploi et tout ça. Aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que tu as l'impression que ça a changé? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que nous sommes dans un monde économique capitaliste qui, d'une part, considère le noir comme étant inférieur au blanc et d'autre part, que tu sois diplômé ou pas, c'est une question de besoin. C'est une question de besoin et une question de chance. Ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça changera aussi. Tu viens d'évoquer de la chance. Est-ce qu'il y a certains moments clés où tu penses avoir eu de la chance? Oui, j'ai eu de la chance. Si je dis que j'ai pas eu de la chance,
J'ai menti. J'ai eu de la chance parce que mon premier travail a été un travail hasardeux. J'ai eu de la chance parce que au premier entretien que j'ai eu pour le poste qui m'a permis d'avoir mon premier travail en France, j'ai accepté les conditions sans broncher ni murmurer. J'étais payé à 1350 € brut. En net, c'était 1150 € par mois. Et je l'ai accepté. C'est un conseil que je profite de cette situation pour donner un conseil à tous mes frères qui vont venir ici là. Il faut savoir se rabaisser pour qu'on te lève. Il ne faut pas tout de suite chercher 2000, 3000, 4000 € par mois. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a sacrifié pour arriver à 2000, 3000, 4000 € par mois. On sacrifie beaucoup de choses quand on évolue. On perd des amis, il y en a qui perdent des femmes, il y en a qui perdent leur liberté, il y en a qui perdent la vie, ils sont mariés au boulot. C'est le prix à payer. Chaque chose qu'on fait a un prix à payer. Et pendant toutes ces années-là, quels sont tes rapports avec l'Afrique? Quel lien tu as avec l'Afrique? J'ai eu beaucoup de rapports avec l'Afrique. J'allais au maximum chaque 2 ans en Afrique. J'ai essayé de m'établir en Afrique. J'ai investi des centaines de milliers d'euros en Afrique. J'ai des sources de revenus en Afrique. J'ai mes frères et sœurs à qui j'ai payé les études, j'ai tout fait. En Afrique, ça allait jusqu'à un certain niveau. Le niveau, c'est quand tu te rends compte que finalement, tu passes ton temps à travailler pour l'Afrique et que tu décides de changer. À partir de ce moment, ça ne marche plus. Moi, dans mon cas particulier, j'envoyais plus de la moitié de mon salaire en Afrique pour aider mes frères et sœurs, pour aider mon père, pour investir dans l'immobilier et tout ça. Au fil du temps, tu te rends compte que c'est du vent. C'est du vent. La villa de 50 millions, tu rentres, tu trouves, tu n'as même pas le terrain. On va rigoler là. Première déception. On commence à faire des réunions de famille. On commence à se poser des questions. Et tu te rends compte en fait que tout est fait pour que tu ne reviennes pas. Parce qu'ils disent que toi tu es bien. C'est parce que tu es en Europe que tu veux construire des maisons. Nous ici, on cherche à manger. Alors qu'ils sont plus riches que toi. Tu veux faire un verger, tu arrives à avoir tout ce qu'il faut pour faire le verger. Tu arrives à trouver que c'est la famille qui a accaparé le verger parce que apparemment c'est un bien familial. Tout est fait en sorte que tu n'aies rien et que tu ne reviennes pas. Est-ce que tu penses que tout est fait en sorte pour que tu ne reviennes pas, ou c'est parce que les gens ne comprennent pas les réalités que toi tu vis? Les deux. Je dirais les deux. Les gens ne comprennent pas les réalités que tu vis parce qu'ils savent pas comment tu as eu les 50 millions. Ça, c'est un. Et de deux, les gens ne veulent pas que tu viennes parce que tu as plus de valeur à l'étranger qu'à l'intérieur, qu'au pays, pardon, qu'au retour du pays. Quand tu vas retourner au pays, tu seras concurrent. J'adore cette expression, tu seras concurrent. Ils se disent que tu vas venir prendre leur place. Ou bien tu vas venir être en confrontation avec les jeunes de la famille ou de la société qui ont le même niveau que toi. Sauf que toi, vu ton expérience d'expatrié, tu auras plus de chances d'avoir le poste que eux. Donc, on fait en sorte que tu ne viennes pas. À moins que tu crées ton activité en écartant la famille. J'ai du mal à comprendre l'esprit qui anime cela. C'est une mentalité. Pour moi, c'est une mentalité. Ils sont toujours dans l'esprit de victimisation et on est dans le besoin et on a besoin d'aide. Donc, pour eux, tu es la personne qui peut toujours les venir en aide et on ne prend pas le temps de concevoir ou d'accepter que toi aussi, tu as besoin de te réaliser. Pour eux, toi étant déjà à l'extérieur, tu t'es déjà réalisé. Donc, il faut que toi, tu les permettes de se réaliser. Et tout cet argent-là, tu as l'impression que ça a servi sur place? C'est là où le bas blesse. Ça n'a servi nulle part. Ça a servi juste à gaspiller. Ça a servi juste à gaspiller. De 2003 jusqu'à aujourd'hui 2021, moi, en tout cas de mes yeux, dans ma famille et dans mon entourage,
je n'ai pas vu une évolution. Il y a des chantiers qui sont arrêtés. Il y a des chantiers qui n'ont même pas, sur papier, ça a débuté, mais on ne les voit pas. Il y a c'est pire qu'avant. Je ne dis Mais pas toi, que c'est une généralité, hein. Il oui. y a certaines familles, il y a certains expatriés qui ont réussi à faire autre chose. J'ai Mhm, aussi réussi des choses, hein. Il n'y a pas que de la tristesse dans ma vie, hein. J'ai aussi mhm, réussi. mhm. Tu étais en train d'investir. C'était quoi ton but final? L'objectif était d'avoir 1 million de francs CFA par mois et avoir de l'immobilier qui me permettrait de revenir vivre au Burkina Faso sans avoir besoin de travailler. Ok. Et tu te donnais combien de temps justement pour bâtir cet empire-là qui va te permettre de vivre en étant un rentier? Parce que finalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me donnais 10 ans. J'ai fait la moitié. Comme je t'ai dit, dans ma vie, il n'y a pas que de la tristesse. J'ai fait la moitié. Est-ce que tu as lancé des sociétés sur place? Est-ce que tu as essayé de faire du commercial, mis à part le fait d'envoyer pour investir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place? Oui, mais ça n'a pas marché. En Afrique, quand tu n'es pas présent, ça ne peut pas marcher. C'est pas une négation inconditionnelle, hein, mais ça aura du mal à marcher ou ça marchera en béquille. Tu fais du commerce, tu fais un potager ou tu fais de l'élevage, il y aura toujours une raison pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Les poules sont mortes. Oh, cette année, il y a pas eu beaucoup de clients. Ou bien ça ne marche pas parce que les gens n'aiment pas ta boutique. Il y a toujours une explication pour expliquer pourquoi ça ne marche pas et pour expliquer pourquoi tu es en train de bouffer le capital et non d'avoir des intérêts. Il y aura toujours une raison. Donc, pour toi, règle numéro 1, quand t'es pas sur place, n'investis pas. Non, j'ai pas dit ça. Règle numéro 1, n'investis pas avec ta famille. Règle numéro 2, il faut séparer les amis et la religion. Règle numéro 3, il faut investir dans ce que tu connais. Je me sacrifie, je fais des économies de 15 millions, je vais au Burkina Faso pour investir dans l'or, alors que le monsieur qui va prendre ton argent travailler dans l'or est un charcutier. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Investis dans ce que tu connais. Si tu devais faire un bilan à 20 ans, combien tu penses comme ça, à vue de nez, avoir perdu sur ces 20 années-là en euros? En euros, 100 000 euros. 100 000 et quelques, je me rappelle plus les calculs. 100 000 et quelques. Et combien tu as réussi à investir? Combien aujourd'hui tu penses avoir pu investir qui puisse te donner des enfants ou dont tu peux être fier aujourd'hui? Ça va être difficile parce que je continue à investir. J'ai un projet qui est en cours. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà investi 70 000 euros. Et un autre projet, j'ai investi 70 000 euros qui me rapporte une certaine somme par mois. Et je suis encore en train d'investir. Ça va me rapporter à peu près 1 000 euros par mois. Je sais pas, j'aurais pu acheter deux ou trois villas en France. Et qu'est-ce qui t'anime dans ces moments où tu investis, tu perds de l'argent, tu réinvestis, tu perds de l'argent? Qu'est-ce qui t'anime qui fait que tu y retournes toujours? Je vais répondre à ta question d'une autre façon. Je continue à y croire parce que j'ai changé la façon d'investir. J'ai appliqué les 3 règles que je t'ai dit. Pas de famille, pas de religion, pas d'amis. Quand j'ai investi, je prends une société où nous avons des accords écrits, légalisés devant la justice. Vous me donnez un devis, c'est comme ça. J'ai des gens qui vont le vérifier et je viens faire le PV de recette. Si c'est pas comme ça, on a injustice. Et il t'a fallu combien de temps pour que ce plan-là marche, pour que tu mettes en place ce plan-là? Il m'a fallu 5 ans. Après avoir perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Je me prépare justement, c'est ce que je fais pour pouvoir retourner au Burkina. Comme tu l'as si bien dit, je vais être rentier. Je ne veux plus me retrouver dans la situation où tu es en concurrence avec tes frères et tes petits frères du quartier. Qu'est-ce qui fait que tu te dis qu'il y a qu'au Burkina que tu pourrais être bien, vu toute la somme que tu investis, toute
l'énergie que tu y mets. L'argent, c'est bien. C'est très bien. Ça nous permet d'avoir beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Le Burkina Faso, c'est le pays où je suis né. J'ai fait plus de 20 ans dedans, au Burkina Faso. J'ai 90% de ma vie qui s'est passée au Burkina Faso, toutes mes relations, ma famille et tout ça. Je sais pas comment, je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire. Ça vient du cœur. Comme on dit, c'est le pays où tu es né. Tu ne peux pas l'oublier. Mais qu'est-ce qui rend la France si peu attrayante pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu n'arrives pas à te projeter en France? Parce que je n'ai pas de vie en France. Je n'ai pas de vie en France dans le sens où je passe tout le temps à travailler. Moi, je me lève à 5 heures du matin, je rentre à 20 heures. Je suis un cadre supérieur constamment, même à la maison, on m'appelle à tout moment. Je ne sais pas ce que je fais de plus en France, en dehors de manger, dormir, m'occuper des enfants et de temps en temps dépenser des milliers d'euros pour aller en vacances une semaine. Je sais pas. J'ai pas de vie. Et si je me rappelle ce que je vivais au Burkina Faso, j'avais pas besoin de centaines de milliers d'euros. Mais avec 10 000 francs, je pensais que je pouvais sortir bourlinguer et revenir, je suis content. Moi, j'ai pas de vie en France. Dans une semaine, je serai en vacances 2 semaines. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être être assis chez moi en train de regarder la télé. Ou bien aller chez mon voisin boire l'apéro. Il n'y a pas de vie en France. En tout cas, pas la vie que nous avons connue. Peut-être que ma vie est triste, hein. Je sais pas. Certains diront que ma vie est triste ou bien je n'ai pas beaucoup de relations, mais j'ai des amis en France. Sauf que les conditions et la situation actuelle fait que nous voyons de moins en moins. Mhm. Ou bien nous nous voyons qu'à des occasions bien précises. À Ouaga, c'est pas le cas. Ton ami, tu peux le voir à tout moment. Il ne serait-ce que 5-10 minutes. Il y a toujours une occasion pour qu'on se voit. Mais en France, c'est compliqué. Mhm. La société est telle que on est tous occupés. On court. Voilà l'expression qu'il faut employer. On court. Il faut être un grand sportif pour venir en France. Il faut courir. Dans mon propos précédent, j'avais dit que l'argent n'achète pas tout. On a beau avoir l'argent à gogo, des milliards, des centaines de milliards, l'argent n'achète pas tout. On a besoin d'une vie sociale, ce qui est difficile à avoir ici en France. C'est ce que nos jeunes frères et sœurs arrivent au bout de quelques mois et ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le supporter. Parce que rapidement, tu deviens, c'est pas, l'expression n'est pas solitaire, c'est individuel. Mhm. C'est individuel. Tu dois tout faire toi-même. Tu dois tout faire pour que ce que tu veux, tu l'aies. On ne va rien te donner. Il y aura pas quelqu'un pour t'aider. Pour ne même pas exagérer, il faut le prendre. Il y a rien qui est donné. Il faut prendre. Et quand tu retournes aujourd'hui au Burkina, est-ce que tu te sens complètement aligné ou bien tu sens quand même les changements parce que le monde a quand même changé en 20 ans. Sinon aussi a changé depuis 20 ans. Il est difficile de te dire que quand j'arrive au Burkina, je suis aligné. C'est vraiment, si quelqu'un te le dit, je pense il est en train de biaiser sa réponse. Après des années ici, tu perds des amis, tu perds des contacts, tu perds des choses. Tu gardes certaines relations avec certaines personnes et tu essaies de faire avec. Mais il faut savoir que nous sommes dans une situation d'ambiguïté ou d'ambivalence. Nous, première génération, je parle de première génération, nous qui sommes venus, qui avons eu nos enfants ici. Mhm. Ce n'est pas la première génération des Algériens. Je parle de la première génération africaine comme nous qui sommes venus faire des études et qui se sont installés. Donc, nos enfants sont la deuxième génération. Nous sommes ambivalents. À Ouaga, on a perdu une grande partie de ce qu'on a. En France, on n'a pas acquis ce qu'on doit avoir. Donc, on est en train de balancer. Balancer. C'est pourquoi de temps en temps, on pense à rentrer. De temps en temps, on pense à rester. Il y a beaucoup d'amis qui ont acheté des maisons, hein. Moi, j'ai pas de maison en France. Il y en a qui pensent à rentrer. Il y en a qui pensent à rester. Il y en a qui pètent les plombs. C'est normal. On n'a pas tous eu la même formation, ou bien la même. On n'est pas tous égaux devant les difficultés. On fait avec ce qu'on a. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé une forme d'équilibre entre là-bas et ici? Non.
Il n'y a pas d'équilibre possible. Il n'y a pas d'équilibre. C'est un jonglage. Mais un équilibre avec les couples qui ne sont pas mixtes. Si vous êtes de la même origine, ça peut marcher. Parce que nous avons la même façon de penser, nous avons certaines interdits qui sont les mêmes, nous avons certaines choses qu'on ne fait pas ensemble, et ainsi de suite. Un exemple, chez nous, on mange avec la main droite. Les enfants tombent dans une société où la norme inversée est de manger avec la main gauche. Comment on fait? C'est toi qui deviens le problème. Ce n'est pas le problème que l'on veut comprendre, c'est toi qui deviens le problème. Si on te demande le bilan, qu'aurais-tu fait différemment dans ton parcours? Je vais donner deux réponses. Quand je suis arrivé et jusqu'à ce que je divorce, je n'aurais rien fait de différent parce qu'on avait besoin de ça. On n'aurait pas pu faire mieux. Mais si j'étais arrivé en sachant ce qui se passe ici, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Nous avons eu l'argent, mais nous n'avons pas eu la paix du cœur. Nous sommes toujours en train de courir. Nous sommes dans une situation où on a ce qu'il faut pour vivre, mais on n'a pas le temps de vivre. On ne fait que courir. Et c'est cette course-là qui est le plus difficile pour toi, dans cette vie-là. Oui. Un Burkinabé, femme, enfant, qui a une maison et qui a 300 000 francs CFA par mois, c'est plus heureux que quelqu'un ici qui a 2500, 3000 euros, voire 4000. À moins que tu veuilles rouler en Hammer ou bien que tu veuilles avoir un R plus 27, je sais pas moi. Tu veux vivre une vie normale comme ce que nous avons ici là, la vie normale comme nous avons ici là, ça te suffit largement. Oui. En tout cas, moi, je pense que ça te suffit largement. Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'aspirations, ou bien je ne me projette pas trop loin dans mon élévation sociale. Mais tu as une femme, tu as une maison, tu as des enfants, tu as une voiture. Tu vis tranquillement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? À mes enfants, je les transmets deux choses. L'humilité et le courage. L'humilité parce qu'il faut savoir s'abaisser pour qu'on t'élève. Il ne faut jamais essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut essayer d'être soi-même. La deuxième chose, quand tu es sûr de ce que tu fais, il ne faut jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Mais on ne peut jamais abandonner. Ce sont les deux choses que j'apprends à mes enfants. Parce que nous sommes dans une société hybride. Papa est africain, maman est française. On va fonctionner avec l'hybridation. Ce sont ces deux choses que j'apprends à mes enfants. Parce que ce sont ces deux choses-là qui ont été, toi, tes piliers, ou c'est ces deux choses-là que tu as appris à la dure, comme on dit, et c'est pour ça que c'est important pour toi de le transmettre. C'est ce que j'ai appris à la dure. Et pour moi, c'est important. Quand nous arrivons en France, nous n'avons aucun soutien. Nous sommes obligés de nous former notre caractère, de nous adapter à la situation. Donc, en fonction des événements qu'on vit et des objectifs que nous avons, on se forge des caractères. Je ne pense pas avoir réussi, mais j'ai ce qu'il faut pour vivre. Et je souhaiterais que mes enfants soient mieux que moi. Donc, dans la situation où je suis, je pense que s'ils s'inspirent de ces deux choses, en tout cas, ils ne seront pas moins que moi. Qu'est-ce que pour toi la réussite? Parce que tu dis, je ne pense pas avoir réussi. Je ne sais pas ce que c'est que la réussite. Je ne sais pas ce que c'est que non plus le bonheur. Moi, en tout cas, je sais pas. Peut-être que ce sont des mots de philosophie ou bien de littérature. Mais je remercie Dieu, j'ai ce qui me permet de vivre et de satisfaire les besoins que j'ai. En ce qui concerne le bonheur, je ne sais pas non plus ce que c'est que le bonheur. Mais je sais que au minimum une fois dans la journée, j'arrive à avoir des moments de plaisir et ça me suffit. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je rigole, il y a des moments où je suis en colère.
Je ne pense pas que si ce n'est pas sous ecstasy ou bien sous la drogue, tu ne peux pas être tout le temps euh, en train de rigoler. Ce que tu viens de décrire là, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle être vivant? Le fait de Oui, c'est ça. rire, de pleurer, de se mettre en colère, est-ce que c'est pas simplement la vie qui nous qui nous traverse? Oui, c'est ça, c'est la vie qui nous traverse, c'est la vie, nous subissons ce qui arrive, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, hein. On subit, on fait avec, on s'adapte, ou bien on essaie de changer, mais on n'abandonne jamais. Dans ma vie, moi, j'ai rien abandonné, jamais abandonné. Tu te lèves le matin, tu veux boire du café, ton café est fini, tu bois du thé. Et puis la vie continue. Oui. Il faut tenir compte aussi de la réalité quand on parle des enfants. Quand nous arrivons ici, nous faisons des enfants en pensant avoir une pérennité, mais n'oublions pas que les enfants sont la propriété de la France, hein. D'ailleurs, on se bat, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir les avoir. Sinon, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on divorce, on te dit que tu as les enfants une semaine sur deux, point à la ligne. Un week-end sur deux, pardon. Un week-end sur deux et la moitié des vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quels sont les rapports de tes enfants justement avec ta culture, avec le Burkina, leur autre pays? Moi, mes enfants, j'ai eu la chance, je remercie Dieu pour ça, ils ont tous les rapports. Les enfants, ils ont des noms aussi. Mhm. Mes enfants, on va tout le temps au Burkina Faso. Mes enfants, ils aiment le Burkina. J'ai construit une villa pour eux. Et aujourd'hui que tu te prépares à partir, est-ce que tu penses que ça pourrait être un frein, justement, au fait que tu puisses reporter ton voyage? C'est un grand frein. Ce n'est même pas, ça peut être, c'est un grand frein. Si tu dois partir définitivement, c'est un combat sans fin où il va falloir que tu partes avec les enfants ou sans les enfants. C'est une fuite en avant parce que moi, j'avais prévu de rentrer au Burkina, comme je l'ai dit, en 2015. En 2015, la maman des enfants étant infirmière, on avait fait des démarches pour avoir une expatriation pour travailler en tant que Française au Burkina. Et c'était à moi de trouver le travail au Burkina. Et moi, j'avais dit, je vais être rentier. Je t'avais dit 1 million de francs CFA par mois au Burkina. Euh, Rentrer en Afrique, c'est pas quelque chose de coup de tête, hein, ou bien par envie. C'est par objectif ou bien par cœur. Tu ne vas pas te lever, rentrer avec des enfants, et tu viens t'asseoir, dire que j'ai pas les moyens pour assumer leur éducation. C'est ma conception des choses. Ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Donc, si tu veux vraiment rentrer, ça n'est pas dit que ça va marcher à tous les coups, mais tu vas quand même préparer le minimum de revenus qu'il faut pour te vivre, pour vivre. Et c'est là où pose le problème. On va te mettre le bâton dans les roues. Mm. Voilà. Pour moi, c'est une fuite en avant. Et quand toi, t'as voulu rentrer au Burkina, finalement, avec Oui, femme et enfant, ta femme était d'accord pour rentrer. oui, oui. C'est un projet sur lequel vous étiez OK. On va dire que toi, ta réimplantation au Burkina, c'était prêt. Est-ce que c'était prêt? Quand tu as décidé, tu t'es dit, on rentre au Burkina, est-ce que tu étais prêt à rentrer? Oui. Quand moi je suis arrivé en France, je me suis donné 10 ans. 2003, 2013, 10 ans, 2015, on rentre. J'avais tout préparé. J'avais un certain revenu. J'avais commencé à préparer la maison où on va habiter. En 2013, on avait que 2 enfants. Euh, on a fait 2 mois au Burkina. Mhm. Et puis,
on est revenu. Après, ça n'a plus marché. Et aujourd'hui, tu te donnes jusqu'à quand pour rentrer? Est-ce que tu as une date en tête? Non, je n'ai pas de date en tête parce que aujourd'hui, la situation législative ne permet pas à des hommes comme moi de rentrer au Burkina parce que mon fils n'a pas 6 ans et étant en garde alternée, ça va être difficile de rentrer au Burkina sans avoir une accusation d'enlèvement d'enfants. Je vais te poser la question, peut-être la phrase que ton père t'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus utile là où tu es que finalement si tu avais réussi ta réimplantation en Afrique? Oui, je me sens plus utile ici qu'en Afrique. Ici, on n'a pas besoin de savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On a juste besoin de savoir si tu es capable d'envoyer l'argent. Si tu es capable d'envoyer l'argent, tu es important. Si tu n'envoies pas l'argent, tu ne comptes pas. Sauf que comme depuis un certain temps, je n'envoie plus de l'argent, je Mhm, coupais les circuits, je prends des entreprises avec des contrats. mhm. Voilà. Je veux dire, le contrat, c'est un certain nombre de francs CFA qui le réalisent, on paye et puis c'est terminé. Donc, je suis de moins en moins utile. Mais d'ailleurs, comment tu arrives à trouver là où tu dois investir? Comment tu fais? Tu as un réseau qui te permet d'investir? Je n'ai pas de réseau. Moi, j'achète avec la Société nationale. Je prends une agence immobilière qui gère les biens. Mhm, Je paye 8% du loyer. mhm. Ils s'occupent de trouver les locataires et ils font les travaux. Et je n'achète que uniquement avec les sociétés immobilières. Donc, ils font des lotissements, ils te disent il y a tel lot. Je trouve quelqu'un de confiance. On me présente le terrain et tout ça, j'achète et j'investis. D'accord. Tu investis dans des maisons déjà construites ou tu achètes des terrains et tu construis, tu fais construire. J'achète des terrains et je fais construire. Je fais mon plan. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien d'après ce que tu dis. La première tentative et la deuxième tentative ne s'est pas du tout bien passé. C'était une catastrophe. Comme je dis, j'ai perdu 50 millions. Mhm, Mais après, ça va. Ça va. Bon, actuellement, je suis sur un autre terrain. mhm. J'attends de voir comment ça va se passer. Ok. Ça se Moi, passe, j'ai construit essentiellement pour louer. d'accord. Des maisons ou des appartements? C'est des mini-villas. Les premières tentatives étaient avec la famille. Mhm, C'est eux qui ont bouffé l'argent. Il y a toujours une raison pour dire pourquoi on n'a pas investi, pourquoi ça n'a pas marché, ainsi de suite. Après, quand j'ai récupéré la gestion des immobiliers, j'ai mhm. donné à une agence immobilière. Là, ça se passe très bien. Mais quand tu veux payer un terrain, est-ce que tu parles directement à l'agence qui vend le terrain ou tu as un intermédiaire qui fait les démarches sur place pour toi? J'ai un intermédiaire. D'accord. Donc nos sociétés pour l'instant ne font pas, c'est pas fluide quand on est à distance. C'est pas que c'est pas fluide, c'est que déjà pour envoyer des millions au Burkina Faso, je prends un exemple, là. Peut-être qu'on a 10 millions et quelques. Pour envoyer 10 millions au Burkina Faso, c'est compliqué. Mhm, Et ensuite, les conditions de paiement sont tellement compliquées que c'est par mètre carré. Je prends un exemple, là, 20 000 par mètre carré, mhm. quand tu payes comptant, 25 000 si tu payes par tempérament. Mhm. Donc, euh, si tu arrives à envoyer la somme totale à quelqu'un qui va rembourser, qui va payer, et elle t'envoie le reçu, c'est plus simple que de payer 25 000 par mètre carré. Mais la personne que tu envoies, c'est un ami ou c'est quelqu'un qui est payé pour ça, l'intermédiaire? Tu aimes trop les détails, hein. Ah, on veut rentrer, donc on veut tous les détails. Vu qu'on sait que la famille est hors jeu. La personne que j'envoie, c'est un cousin. Mais lui aussi, il a sa part.
Ah, donc c'est un cousin qui est rémunéré. Oui. Ok. Maintenant, on paye les choses. Il y a plus rien gratuit. Au lieu d'aller verser 10 millions, il Mhm. faut peut-être lui donner 100 000 ou 150 000. On sent que ceux qui sont sur place ne comprennent pas, ceux qui reviennent ne se sentent pas compris. Pour toi, pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qui serait bien de faire? Je vais parler des expats africains qui sont allés en Europe et qui reviennent. Hein. Mhm. Première chose, il faut dire la vérité. Ça sert à rien de mentir. Faut pas mentir. Je suis dans 2 chambres salon en HLM là. C'est la vérité. C'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet d'envoyer de l'argent. C'est comme ça. Quand je reviens au Burkina là-haut, je vis aussi comme ce que je suis. J'ai l'argent pour vivre dans 2 chambres salon. Je vis dans 2 chambres salon. Mais tu veux aller vivre dans un hôtel de 15 000 francs la journée là-haut. C'est ton problème. En fait, c'est toi qui te crées des problèmes. Et tu fais croire aux autres que, en fait, tu es riche. Et les autres aussi attendent que tu assumes ce rôle de riche. Mais tu n'y arrives pas. Pour moi, déjà, pour entrer au Burkina et travailler, Mhm. il faut déjà aller très souvent au Burkina pour connaître. Comme ici, en Europe, et comme partout ailleurs dans le monde, le travail a plusieurs facettes. Il y a ce qu'on appelle les annonces, il y a ce qu'on appelle les relations sociales, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié l'expression, il y a une expression qui veut dire que c'est une annonce qui n'a pas été publiée, mais c'est des gens qui ont entendu et qui t'ont coopté ou bien qui t'ont donné l'information et tu vas postuler. Mhm. Il faut rentrer très souvent au Burkina. Deuxièmement, il ne faut pas vouloir vivre plus royaliste que le roi. Si j'ai 1500 euros ici en France et je vais aller avoir 2 millions au Burkina Faso, messieurs, s'il vous plaît, descendez un peu vos exigences. Voilà. Et ensuite, tenons compte de la réalité du terrain. Il est plus facile d'avoir un travail en postulant de façon internationale pour se retrouver au Burkina Faso que de venir au Burkina Faso chercher du travail. Tu restes en France, tu postules par des agences internationales, ainsi de suite, c'est plus facile pour toi, étant expatrié, d'avoir du travail. Mais tu te retrouves au Burkina Faso et tu veux postuler à une offre d'emploi, c'est mal vu. On va dire que ce mec-là a des problèmes en Europe et sa seule solution et son seul point de chute, c'est de revenir. C'est mal vu. On revient au code social. On revient au code social. D'accord. Ok. De là où tu es aujourd'hui, comment tu penses participer à ton pays ou au continent africain? Ah, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que pour participer au pays ou au continent, il faut rentrer dans le système. Et quand tu rentres dans le système, tu changes de comportement. Tu adoptes le comportement de ceux que tu es venu trouver. Donc, tu ne participes plus, tu profites. Et moi, j'aime pas ça. Si tu avais un mot de la fin, on arrive à la fin. Je dirais que nos chers frères et sœurs qui sont en Afrique se trompent beaucoup sur ce qui se passe ici en Europe. La réalité est différente de ce qu'on voit à la télé et que souvent, 200 000 francs au Burkina Faso est mieux que 1 million ici. Parce que c'est vrai que partout dans le monde, il y a des difficultés. Mais les difficultés que tu rencontres ici, là, vont te transformer. Première chose. Deuxième chose, ça va te couper de tes origines parce que tu seras un métis incomplet. C'est pas parce que tu es noir que tu n'es pas métis. Hein. Je parle de métis culturel et comportemental. Et troisième chose, on se retrouve à un moment donné à ne plus savoir où on va. On ne sait pas si là où on est bien. On ne sait pas si là où on doit retourner est bien. Mais
C'est quand on arrive ici qu'on se rend compte que c'est comme ça. Parce que quand tu arrives ici, tu envoies des Dolce & Gabbana, des Versace, des quoi, alors que toi-même, tu as une vie de merde. Et quand tu vas en Afrique, tu veux montrer à tout le monde que tu as réussi, alors que ici, tu as une vie de merde. Tout ça, ça fait partie des choses que il y a beaucoup de gens qui sont assis ici, qui disent que je vais rentrer. Mais la façon dont ils vivent là ne leur permet pas de rentrer. C'est une réalité qu'ils ne veulent même pas accepter. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ils ont là dans leur tête que je vais rentrer. Et ils le préparent. Il y a des gens qui ont dans leur tête que il faut que je rentre. Mais leur mode de vie même ne leur permet pas de rentrer. Leur mensonge de vie. Voilà, leur mensonge de vie. Voilà. Leur mensonge de vie ne leur permet pas de rentrer. Sans te parler d'autres situations. Mais comment on échappe à ça? Parce que c'est un comportement qu'on adopte. C'est le milieu. Première raison, le milieu que tu fréquentes. Deuxième raison, la mentalité et l'objectif que tu as en étant ici. Si tu es venu ici parce que tu as un objectif de réussir tes études ou bien de réussir ta vie, je pense que beaucoup de gens dans cette situation n'auront pas le temps d'avoir des moyens pour envoyer des faux Versace, même si c'est des faux. Voilà. Et en plus de ça, le milieu que tu fréquentes là, ils n'ont pas cette façon de fonctionner. C'est vrai qu'on a bourlingué, on a tout fait, ça c'est la jeunesse. Mais tu vas pas te retrouver tout le temps en boîte de nuit, tout le temps en train de porter des habits qui coûtent la peau des fesses et tout ça. C'est le milieu qui fait ça. Je n'ai pas dit qu'il faut pas bien s'habiller ou bien je n'ai pas dit qu'il faut pas profiter de son argent. Hein. J'ai dit juste que quand tu es dans un milieu, le milieu aussi impose ses règles et soit tu obéis aux règles du milieu, soit tu subis aux règles du milieu. Et généralement, ceux qui sont dans cette situation subissent les règles du milieu. Ok. Donc, arrêtez d'envoyer des Didier Gauss. Parce que Didier Gauss, là, et puis tu vas cotiser 3 ans ici, là, pour avoir 3 000 €. Tu vas aller faro au Burkina. Tu viens trouver que ta boîte aux lettres est pleine, là, on te dit tu dois payer ceci, cela, là. Tu as problème. Faut arrêter. La vraie vie, là, c'est ici. On la voit. Ça, c'est le problème des Africains. Ils arrivent ici, ils veulent montrer qu'ils ont réussi coûte que coûte. On n'a pas tous réussi. On n'a pas tous les moyens d'arriver à faire ça. Il faut qu'on arrive à dire à ceux qui sont restés là-bas que la vie est dure. Mais apparemment, c'est difficile à dire. La vie est dure. Il faut le dire. Ok, super. Je pense qu'on a tout. On a tout brossé. Bon. Allez, Merci beaucoup pour ta confiance. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Magloire. Merci Magloire pour ce voyage dans le temps que tu as consenti à faire afin de donner ton témoignage pour qu'il serve à tes frères du continent qui envisagent le départ ou le retour. J'espère que cet épisode vous a aidé à voir plus clair dans le chemin du retour, un chemin qui vacille souvent entre nos envies et les attentes des nôtres. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez poser des questions à Magloire ou à moi-même sur la page Facebook ou Instagram de Kisigi. Je vous dis à la semaine prochaine.